Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Pendant ta traversée du désert, c'est-à-dire entre 1979 et 1987, tu avais choisi notamment la France comme lieu d'exil, non? Aucun de tes prédécesseurs n'avait entretenu des liens aussi longs et étroits avec l'ancienne puissance coloniale. Rappelons d'abord que c'est après les plus grands et dramatiques événements de la décennie noire d'Algérie entre l'armée et les islamistes que tu décidas de composer avec les généraux en vue de diriger le pays, choisissant le moment psychologique et politique approprié, soit en temps voulu, car ton pays était fracturé dès 1991 entre loyalistes et islamistes pour employer le même langage courant que les officiels, et précisons davantage que les années 1997 et 1998 étaient ensanglantées et terrifiantes par deux massacres d'ampleur. Celui de Bentalha, 1997, et celui de Relizane en 1998. Aurait-on fait appel à toi pour sauver l'Algérie de l'horreur, comme le firent les Français au général de Gaulle pour sauver la France du naufrage? Lui de la guerre coloniale d'Algérie, toi de la guerre civile d'Algérie? Et la preuve en est que l'élection présidentielle algérienne de 1999 est l'élection du président de la République algérienne, démocratique et populaire, qui s'est déroulée de manière anticipée le 15 avril 1999. Je répète, de manière anticipée. Le 15 avril 1999. Et toi, Abdelaziz Bouteflika, tu fus élu au premier tour avec déjà 73,80% des suffrages. Car jamais la situation n'avait été aussi périlleuse. L'Algérie sombrait dans le sang. On t'avait déblayé la route et aplani le chemin de la présidence. Car on avait annoncé la non-candidature du président sortant, Yamin Zaroual, rappelons-nous. Puisqu'en septembre 1998, il s'adressa à la nation pour annoncer sa décision de ne pas se représenter. Il annonça également la tenue d'une élection présidentielle anticipée, celle devant se tenir initialement en 2000. Rappelons-nous cela, c'est important. Rappelons aussi et surtout que c'était à partir de 1995 que l'ancien militaire Yamin Zaroual, qui dirigeait l'Algérie et avait adopté face aux islamistes une ligne dure, puisqu'il n'hésitait pas à utiliser une terminologie radicale dans la lutte qui opposait le gouvernement à l'armée islamique du salut, dont il souhaitait voir les combattants, je cite, exterminés, et avec laquelle il n'entendait mener aucune négociation. En dépit de tes deux défis historiques ou tes deux grandes erreurs politiques à l'égard et aux yeux des généraux, ces derniers finirent par accepter ta candidature à la présidence de l'Algérie en 1999, soit juste 3 mois avant la disparition de ton regretté père, Hassan II, père avec P-A-I-R-E. C'était en quelque sorte un deal politique entre vous, toi et l'armée, un deal de réconciliation et de complicité à la fois, pour vos desseins communs, axe de votre entente, également conforme à vos ambitions respectives où chaque parti trouverait son compte sans pour autant déconcerter ni contrarier l'autre. Mais le problème, enfin votre problème commun est réel auquel vous ne sembliez pas trop vous soucier véritablement, même si vous déclariez à tout bout de champ, surtout toi, Bouteflika, que le peuple était et demeurerait ton premier souci, voire ton seul maître, source de ta souveraineté, la seule source de ton pouvoir pour t'avoir choisi et non l'armée nationale populaire. Et que c'était bien au peuple que tu devais ton autorité par lui, avec lui et pour lui seul. Et finalement, tu fus élu président en 1999. Tu avais 62 ans. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Tu as su gérer intelligemment les forces en présence en Algérie, notamment par ta politique de réconciliation avec les islamistes armés. C'est sûr, c'est certain, personne ne le conteste encore. Et tu faisais taire toute contestation. Tout au long d'une vie proche du pouvoir, des jeux d'appareil de la révolution et des coups tordus, et tu excellas finalement dans l'art de tout décider pour l'Algérie. Je dis bien l'art de tout décider pour l'Algérie, comme l'a écrit Le Monde. Pour les Algériens,
Tu incarnais la paix retrouvée après la décennie noire du terrorisme entre 1992 et 2002. Chantre de la réconciliation nationale, tu as, pour imposer ton projet, mis l'armée au pas et laminé l'opposition. Une paix au forceps qui n'aura pas permis à la population algérienne de connaître la vérité sur les exactions commises pendant une guerre civile ayant fait plus de 150 000 morts. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Ta vie est semée de zones d'ombre. Candidat fantôme pendant ta dernière campagne présidentielle en 2014, plusieurs fois donné mourant après ton AVC en 2013, tu as été l'objet de nombreuses rumeurs. On prêtait à ton célibat endurci le statut de marié pendant un court moment, sans enfant, et on te donna une réputation de donzian. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Certains avaient même remis en cause ton passé de combattant pour la libération. C'est l'hypothèse de ta réélection en 2019, alors même que tu avais déserté la vie publique, qui a donné le coup d'envoi du Hirak, le mouvement de protestation populaire contre le pouvoir. Les Algériens n'auront jamais su quel homme se cachait derrière toi vraiment, derrière ce que tu fus hyper-président, et qui a joué les premiers rôles pendant plus de 60 ans. 60 ans. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Tu as pu terminer ton deuxième mandat sans trop de soucis. Ensuite, tu as démenti toutes les spéculations sur ton incapacité à terminer ton troisième mandat. Toi qui as passé près de 3 mois en France pour te soigner d'un AVC contracté le 27 avril 2013. Non seulement tu as terminé ton mandat, mais tu t'es présenté pour un 4e en te faisant réélire à plus de 81% des voix, du jamais vu dans l'histoire politique de l'Algérie indépendante. Pendant plus de 6 mois, Bouteflika, tu as entretenu le doute sur ton désir de briguer un 4e mandat, ton hospitalisation le 27 avril 2013 à l'hôpital parisien du Val-de-Grâce, puis ta convalescence aux Invalides, ont rendu ce doute plus que légitime, d'autant plus légitime qu'une année auparavant, M. Bouteflika, tu avais suggéré dans ton fameux discours de Sétif, à la veille des élections législatives, que le crépuscule politique de ta génération était proche, avec ta fameuse phrase « Tab Jnana ». D'ailleurs, certains n'ont pas hésité à pronostiquer un retrait précipité avec, à la clé, des élections présidentielles anticipées. L'idée de mettre en application l'article 88 de la Constitution, qui stipule la destitution du président de la République pour cause de maladie grave et durable, a été mise sur la table par certains partis politiques comme le RCD. Plus prudents, certains se sont gardés d'évoquer cette question, tandis que d'autres ont parié sur ton renoncement à briguer un 4e mandat. Jamais la maladie d'un président n'a soulevé autant de polémiques. En 2005, par exemple, lors de ta première hospitalisation, les médias et l'opposition s'étaient bien gardés de soulever la nécessité ou non de mettre en application l'article 88. L'hospitalisation en 2013 se singularise cependant non seulement par sa durée, mais aussi par le fait qu'elle intervient dans un contexte régional très particulier pour l'Algérie. Que s'est-il donc passé après ton fameux discours de Sétif de 2012, qui t'a fait oublier ta fameuse phrase « Tab Jnana », qui a pu te convaincre de rester davantage plus longtemps? Ton frère, l'armée, le lobbying des hommes d'affaires, certaines puissances étrangères, ou bien toutes ces structures à la fois, même à divers degrés d'influence, ou encore ta nostalgie du pouvoir aidant. Bref, le résultat était là, c'est que tu as brigué un 5e mandat, et dans ton pire état de santé en plus. Alors trop, c'était trop, avait estimé la rue, le peuple algérien. D'où le mouvement du Hirak, qui commença donc, rappelons-le, le 16 février 2019 en Algérie, pour protester, dans un premier temps, contre ta candidature à un 5e mandat, et qui ne tarda pas à réclamer plus largement encore de tous les dirigeants boumedianistes, dont la majorité écrasante était et demeure encore à l'automne de leur vie, généralement diminués dans leur santé, souffrant de plusieurs maladies, dont tu étais le prototype significatif. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. C'est la 2e fois, et certainement la dernière, que je m'adresse à toi,
La première fois, c'était il y a presque 13 ans. Tu étais sur terre. La seconde fois, aujourd'hui, tu es désormais sous terre. Cet endroit si étroit et sombre, si chaud en été, si froid en hiver, et jamais beau en printemps, toujours morne en automne, c'est notre dernier abri, notre ultime demeure, jusqu'au jour du jugement dernier. Tous ceux qui demeurent encore en vie après toi, à commencer par les généraux et les officiels ayant assisté, subrepticement pour certains, à ton enterrement, en t'accompagnant jusqu'au cimetière, te rejoindront à ce dernier logement tôt ou tard, y compris moi-même, évidemment. La première fois où je me suis adressé à toi, le 28 novembre 2008, tu étais encore vivant, président, dans un palais résident. Tu pouvais encore m'entendre, m'écouter, me lire ou recevoir le résumé de ma lettre ou de mon article, comme tu pouvais l'ignorer complètement. Mais dans tous les cas, ton entourage était censé l'avoir lu et compris pour t'en faire part, ne serait-ce que pour information et à toutes fins utiles. D'autant que le sujet sur lequel portait mon message concernait ta réélection, tenant lieu de lettre ouverte en réalité. Que disais-je dans cet article intitulé « La question du Sahara marocain serait-elle mieux comprise ?» En voici les termes les plus significatifs à mes yeux. L'important, c'est l'apport réel que doit assurer un régime politique en état de droit, en justice, en démocratie, en liberté et en droits de l'homme, et en bien-être socio-économique. Alors, rééligible pour une présidence à vie, Bouteflika devrait voir dans cette opportunité un fardeau plus qu'un cadeau. Par conséquent, ce qui doit intéresser les Marocains dans la reconduction indéfinie du chef algérien à la tête de l'État, c'est le gain général que les populations maghrébines pourraient en tirer, à travers une intégration concrète, empreinte de sincérité et de respect mutuel. Une finalité noble qui dépendrait de deux conditions essentielles. La stabilité et la quiétude intérieure de l'Algérie d'une part, et l'entente maroco-algérienne sur la question du Sahara marocain d'autre part. Pour cette deuxième exigence, le chemin de règlement définitif semble plus aplani que jamais. Un projet d'autonomie proposé par le Maroc, conformément aux dernières résolutions des Nations Unies, dans le cadre d'une solution politique, concertée avec les parties intéressées. Entendu que ce projet d'autonomie juste et réaliste rencontre la compréhension et le soutien de la communauté internationale dans sa majorité écrasante, à commencer par les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Union européenne. En somme, Abdelaziz Bouteflika est fatalement le chef de l'État qui favorisera ou entravera la voie d'une vraie solution de la question du Sahara et, partant, le torpillage ou le déblocage du processus de l'UMA. Car, co-acteur du problème dans les années 70 sous Boumedienne, il sera le dernier à en prendre la responsabilité décisive face au monde entier, en artisan de paix ou en créateur d'obstacles. Ses prédécesseurs, aînés ou disciples de Benjdid à Boudiaf en passant par Yamin Zarwal, n'étaient pas impliqués directement. Ceux qui viendront après lui le seront encore moins, parce que héritier du problème et non inventeur. Autant dire que sa réélection cruciale le condamnera à agir dans le bon ou mauvais sens, par rectification de tir ou par réédition d'erreurs. L'histoire, cet implacable magistrat de tous les temps, sera le grand juge temporel de Bouteflika. Son règne à vie sur l'Algérie en sera l'épreuve pour le reste de son existence. Lui, dont le dernier amendement de la Constitution impose sur le trône à Alger. Fin de citation. Et fin de l'article. Bouteflika, que Dieu ait ton âme.